Pour l'Iran, cette guerre est une question de survie pure et simple. La guerre, c'est un excellent business, mais seulement pour quelques-uns. Est-ce qu'on assiste, pour cette raison aussi, au début d'un siècle de nouvelles guerres? Je pars du principe que cette phase de guerre marque la fin. Enfin, toi et moi, on ne verra pas ça. Ça prendra des décennies. Gegen den Strom. Zur Person. Bonjour et bienvenue dans Contre le courant. Nous vous présentons ici des positions et des points de vue que les médias de propagande préfèrent passer sous silence. Aujourd'hui, si l'on veut vraiment comprendre les questions géopolitiques, il vaut mieux laisser de côté les médias traditionnels et se tourner vers la publication en ligne, Forum Geopolitica. On y trouve des analyses, les intérêts qui se cachent derrière et les liens géopolitiques qu'on ne lit pas dans les journaux. L'homme derrière cette publication, c'est le docteur Peter Henseleer, un juriste à succès qui s'est aujourd'hui tourné vers le journalisme. Bonjour, Monsieur Henseleer, vous traitez de questions de géopolitique, notamment de l'Iran. Alors dites-nous, quel est le succès du magazine? Oui, notre audience augmente. Nous avons de plus en plus de lecteurs. Ce qui m'a surpris, c'est que, en regardant récemment les analyses, j'ai vu qu'on est de plus en plus lus en Chine. Notre blog est publié en allemand, en russe, en anglais et en français. Nous avons une vingtaine d'auteurs. J'ai créé ce blog en novembre 2022 parce que les médias suisses publiaient de moins en moins mes articles, sans doute parce que mes positions ne correspondaient pas toujours à celles de l'Occident. Au début, j'écrivais seul un article par semaine, puis ça a grandi petit à petit. Et aujourd'hui, nous sommes très satisfaits de notre succès. Et ce n'est pas seulement moi. Auguste Maxime, qui vit aussi ici à Moscou, est plus ou moins le rédacteur en chef. J'ai 62 ans. Et lui a à peu près la moitié de mon âge. Nous avons des collaborateurs venus d'Allemagne, de France, d'Espagne, des États-Unis, Scott Ritter, par exemple. Beaucoup d'auteurs chacun regardent par géopolitique. Contrairement aux États-Unis, au Royaume-Uni, à la Chine ou à la Russie, il y a en Europe centrale, et surtout en Allemagne, très peu d'intérêt pour les questions géopolitiques. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi? Je pense que les gens sont surtout occupés par eux-mêmes. C'est le premier problème. Le deuxième, c'est qu'en Allemagne et en Suisse, beaucoup continuent de faire confiance à des médias comme le journal télévisé, la FAZ, la Neue Zürcher Zeitung et tous les autres. Il faut en être conscient. Moi, à l'époque, je travaillais 100 heures par semaine. Et quand je lisais 2 ou 3 journaux par jour, pendant 1 heure, je pensais aussi être bien informé. Une grande partie de mon travail consiste à lire. Alors, moi je me lève à 5 heures du matin et je commence par lire pendant environ 3 heures. Ensuite, j'écris un peu, puis je relis encore. En tout, je lis facilement 10 à 12 heures par jour. Et c'est vraiment difficile. Même sur Internet, il y a énormément d'informations, mais aussi beaucoup de déchets. Donc ce n'est pas parce qu'un média est alternatif qu'il est forcément bon. Quand je découvre une nouvelle source, je la suis pendant 2 ou 3 semaines, et petit à petit, on voit si elle est fiable ou pas. Bref, se renseigner aujourd'hui, c'est devenu extrêmement compliqué. Comment trouvez-vous vos sources? Oui, en surfant, sur X, sur Telegram. Puis avec des sources que je connais bien, des auteurs avec qui je corresponds ou avec qui je parle. On échange et parfois l'un d'eux me dit « Tiens, regarde ça et regarde aussi ça ». Ça prend tout simplement beaucoup de temps, vraiment beaucoup de temps. S'informer correctement, ce n'est pas de la science spatiale, mais c'est très chronophage.
Aber Sie finden auch Quellen in der realen Welt. Mais vous trouvez aussi des sources dans le monde réel? Oui, bien sûr. Vous n'êtes pas seulement un analyste, vous êtes aussi, d'une certaine manière, un témoin de votre époque, au plus tard depuis l'attaque illégale des États-Unis et d'Israël contre l'Irak. Au moment où la guerre a commencé, vous étiez à Dubaï, bloqué sur place. Der Krieg begann in Dubai und saßen da fest. Was haben Sie erlebt? Qu'est-ce que j'ai vécu? C'était assez drôle en fait. Environ 10 jours, ou peut-être 6 jours avant le début de la guerre, j'avais écrit un article sur la situation tendue. Et j'en étais arrivé à la conclusion que cette guerre ne commencerait pas. Parce que, selon moi, le rapport de force ne le permettait pas, et que les Américains ne prendraient jamais une décision aussi insensée. Et puis, Scott Ritter m'a appelé. Il m'a dit « Tu te trompes ». Je crois qu'il a écrit 2 jours avant le déclenchement de la guerre, un article où il affirmait qu'elle allait bel et bien commencer. Moi, à ce moment-là, je pensais qu'il se trompait. En réalité, c'est moi qui me trompais. Et le matin du 28 février, j'ai entendu des avions passer. Et ça a explosé. Habe ich Flugzeuge gehört und das hat geknallt. Und das war also nicht, es war keine Katastrophe, wir waren nicht. Mais ce n'était pas une catastrophe. On n'avait pas peur. Mais là, beaucoup de gens ont paniqué et ils ont fui par voie terrestre en passant par Oman et l'Arabie Saoudite. Nos vols ont été annulés et j'étais alors convaincu, j'étais à Dubaï, qu'ils allaient sûrement bombarder le centre de la ville. Et j'avais raison. On est resté bloqué pendant 10 jours à cause des circonstances, puis on a pu partir sans problème. Je connais des gens qui retournent maintenant à Dubaï. J'ai des amis proches là-bas. Simon Hunt, l'un de nos auteurs, y vit. Il a déjà pris des dispositions au cas où il devrait quitter le pays. Et dans ce cas, il partirait pour la Thaïlande. Er würde dann nach Thailand reisen. Die Situation in Dubai zum heutigen La situation à Dubaï aujourd'hui, c'est qu'il n'y a presque plus personne. Cette énorme machine du tourisme et de l'aéroport tourne à peine à 10 ou 12%. Ils perdent des centaines de millions de dollars chaque jour. C'est vraiment une situation très difficile. La plupart des travailleurs étrangers là-bas sont dans une position compliquée. Ils viennent de pays très pauvres. Et quand il n'y a plus de travail, ils sont tout simplement expulsés. Simon Hunt m'a raconté que son chauffeur de taxi, qu'il connaît depuis des années et dont il a toujours besoin, faisait autrefois entre 900 et 1200 dirhams par jour. Aujourd'hui, il n'en gagne plus que 200. Et avec ça, on ne peut tout simplement pas vivre. Und jetzt sind es noch 200 und mit dem kann man einfach nicht überleben. Als Sie vom Quand la guerre vous a surpris avec votre famille à Dubaï, dans une ville sous les bombardements, qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Ja, ich war Oui, j'étais responsable de la famille, alors je devais garder mon calme. bewahren. Calme que vous n'aviez pas à l'intérieur. Doch. Also, wenn es brenzlig wird, bin ich komischerweise. Si. En fait, quand la situation devient vraiment tendue, je reste toujours très calme. C'est assez étrange. Pour les petites choses, je suis plus nerveux, comme quand le café arrive en retard. Mais non, pour moi, ce n'était pas vraiment un gros problème. Et puis, il y a aussi la question de la responsabilité. J'étais là avec ma femme, sa sœur, son fils et un camarade de classe de son fils. Ils auraient dû retourner à l'école le lundi, mais ils étaient complètement ravis. C'était un bel hôtel, c'était les vacances. Donc pour les enfants, ce n'était pas difficile de les rassurer. Quand on est parti, ils étaient plutôt déçus. Et c'est à ce moment-là que le personnel de l'hôtel a commencé à paniquer. Als es dann, man hat natürlich Explosionen gehört und dann hat man auf dem On a bien sûr entendu des explosions, et puis les alertes à la bombe sont arrivées sur les téléphones. Je crois que c'était la 2e ou la 3e nuit. On a été réveillés. On nous a dit qu'il fallait tous descendre dans le hall. Ensuite, on nous a envoyés au parking souterrain. J'ai dit non, moi je ne fais pas ça. Alors on est retourné dormir. Le lendemain matin, on voyait bien qui avait passé la nuit dans le parking et qui était resté dans sa chambre d'hôte. Franchement, les gens ont un peu surréagi. Moi, je ne pensais pas que le centre-ville serait attaqué.
Mais finalement, un hôtel où logeaient des soldats américains a bien été visé. Das wurde angegriffen und irgendein Et il y avait un bureau du Mossad. C'était le seul endroit du centre-ville qui avait été attaqué. Donc oui, je n'ai pas trouvé ça particulièrement fou. Je n'ai pas eu peur de mourir, pas à ce moment-là. Combien de temps on est resté bloqué là-bas? Je crois qu'on a dû y rester une dizaine de jours. Et puis la vie continue. Il faut savoir accepter une certaine part de fatalisme dans la vie. Comment êtes-vous reparti? En avion, tout simplement. On avait une dame à la conciergerie. Je lui ai juste dit, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous organiser le prochain vol pour tout le monde? Et ça a marché. On est rentré à la maison avec la compagnie régulière, sans supplément de billets. Ohne Ticketaufschlag sind wir wieder nach Hause gekommen. Sie haben vorhin angedeutet. Vous avez laissé entendre tout à l'heure que Dubaï avait été bien plus touché par ces tirs que ce qu'on en voit dans nos médias. Comment cela s'est-il manifesté concrètement? Das, wenn man die Zahlen anschaut, wurde Dubai Quand on regarde les chiffres, Dubaï a été plus souvent visé par les tirs iraniens que les autres Émirats. Ça s'explique bien sûr par le fait que les Émirats ont adopté et continuent d'adopter une ligne plus agressive envers l'Iran. C'est une conséquence logique. Das ist eine logische Konsequenz. Quelles sont les conséquences des tirs? Qu'est-ce qui est touché? Was wird getroffen? Es wurden Des installations militaires américaines ont été touchées, ainsi que des sites pétroliers. Mais ils sont trop loin pour qu'on voit vraiment quelque chose. Warum Pourquoi Dubaï s'est-il montré plus agressif envers l'Iran que les autres pays riverains? als andere Anrainerstaaten? C'est une bonne question. Tous les États du Golfe sont des opportunistes. Et on va aussi voir que le reste du monde, la plupart en tout cas, sont eux aussi des opportunistes. Ils pensaient que les Iraniens allaient perdre, alors ils se sont rangés contre eux. Mais maintenant, on voit que le sultanat d'Oman a agi de manière très intelligente. Les Iraniens ne les ont pas attaqués. Et en fait, on a bien vu que les pays qui coopéraient le plus étroitement avec les Américains, et depuis les bases d'où l'Iran avait été le plus fortement frappé, ce que les Iraniens pouvaient facilement identifier, eh bien, ce sont eux qui ont été les plus durement touchés. Für die Iraner, die wurden am härtesten drangenommen. Wenn der Iran Quand l'Iran attaque des bases militaires, mais aussi des installations d'extraction et de traitement du pétrole et du gaz, quelle est la stratégie derrière tout ça? steht dahinter. Eine konsequente Antwort. Jetzt müssen wir Une réponse cohérente. Maintenant, il faut qu'on prenne un peu de recul, disons 2 pas en arrière. Pour l'Iran, cette guerre, c'est une question de survie pure et simple. Et comme toujours, ce sont d'abord les Israéliens et les Américains qui ont fait monter la tension, et les Iraniens ont suivi. Dans un premier temps, les attaques ont visé des installations militaires américaines, pas les installations pétrolières. Puis, quand l'infrastructure pétrolière iranienne a été frappée, les Iraniens ont répliqué de la même manière. La prochaine étape, qui pourrait venir ou pas, on n'en sait rien, ce serait que les usines de dessalement sans lesquelles ces pays ne peuvent pas survivre soient attaquées en Iran. Et si cela arrivait, ou si un nouveau coup était porté, l'Iran a clairement laissé entendre qu'il bombarderait plus ou moins tout ce qu'il peut pour priver ces pays de leur base économique. wirtschaftliche Grundlage zu entziehen. Da macht man sich auch falsche Vorstellungen über die Größe. On se fait souvent de fausses idées sur la taille et la puissance de l'Iran. Et ce qui m'a surpris, c'est pour ça que je me suis trompé, c'est que je pensais que finalement, les gens allaient réfléchir de façon rationnelle. L'Iran, c'est un immense pays, environ 1,5 million de kilomètres carrés. L'Europe de l'Ouest, c'est 1,3 million de kilomètres carrés. C'est plus de 70 fois plus grand qu'Israël. Et quand on bombarde un pays aussi vaste, l'effet reste forcément limité, surtout si en retour, il frappe une zone qui est plus de 70 fois plus petite. Ça, c'est le premier point. Kleiner ist. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass
Le deuxième point, c'est que les Iraniens, et toi comme moi, on a grandi avec cette idée, on a à peu près le même âge. Eh bien, on nous a toujours dit que c'était les méchants, les mollahs, des fanatiques religieux, des idiots vivant encore au XIVe siècle. J'ai déjà été 2 fois en Iran et franchement, ça a été le plus grand choc culturel de ma vie. J'y suis allé avec une impression plutôt positive, mais j'ai été complètement surpris par le niveau d'éducation, par la culture générale des gens. Quand on parle avec eux, on se rend compte que ce ne sont pas des Arabes, ce sont des Perses. Et c'est une énorme différence. Le niveau d'instruction est vraiment très élevé. Die Bildung ist extrem hoch. Viele Leute sprechen hervorragend Englisch. Beaucoup de gens parlent un excellent anglais, un excellent français. L'an dernier, l'Iran a diplômé autant d'ingénieurs que les États-Unis, plus de 240 000 personnes. Et déjà en juin dernier, on aurait dû se rendre compte à quel point les Iraniens sont avancés dans leur technologie militaire. Leur technologie est d'un niveau exceptionnel, pas seulement élevé, mais vraiment au plus haut niveau. D'après les experts, leur technologie des missiles a 10 ans d'avance sur celle des Américains, et leurs missiles n'ont rien à envier à ceux des Russes ou des Chinois. Den chinesischen in nichts nach. Und das ist selber entwickelt und selber produziert. Et tout ça, c'est développé et produit sur place. Il faut ajouter que toutes les bases de missiles, ce sont de véritables villes souterraines, ne se trouvent pas à 30 ou 40 mètres de profondeur, là où une bombe anti-bunker pourrait les atteindre. Non, elles sont enfouies sous 800 mètres de granit. Depuis 25 ans, ils se préparent précisément à ce scénario, et ils l'ont fait de manière très intelligente. Les frappes américaines et israéliennes, notamment celles contre cette école de filles, où 165 jeunes filles ont été tuées, il faut le dire, c'est d'une brutalité absolue. Et plus de 80 hôpitaux ont été attaqués. Spitäler angegriffen. Also mit der heutigen Intelligenz der Systeme. Avec l'intelligence que ces systèmes ont aujourd'hui, je dois partir du principe que c'était intentionnel. Les cibles militaires, elles, sont inattaquables. Maintenant, le nombre de morts, c'est environ 3000 civils. C'est brutal, c'est horrible, mais on parle de 92 millions d'habitants. Donc si on regarde les chiffres et les proportions, ça ne représente presque rien. D'un autre côté, et ces informations deviennent de plus en plus claires, Tel Aviv et Haïfa ont été frappés extrêmement durement. C'est d'ailleurs pour ça qu'un cessez-le-feu avait été annoncé l'été dernier. Mais visiblement, ils n'ont rien appris de tout ça. Je ne pense pas que l'Iran puisse être vaincu. L'image que la propagande en Europe de l'Ouest donne de l'Iran, c'est un peu un mélange entre des Chameliers et Lawrence d'Arabie. Les deux agresseurs se sont-ils trompés dans leurs calculs? Totalement, oui. Pourquoi? Eh bien, j'ai rencontré énormément de gens quand j'étais en Iran, vraiment de tous les milieux. J'y ai été invité 5 fois. Et moi, je suis quelqu'un de totalement non religieux, dans une famille très religieuse. La deuxième fois, j'y suis allé avec ma femme. On a passé 5 soirées incroyablement drôles et agréables. Et j'ai eu le droit de tout demander. Alors je l'ai fait. Des gens très cultivés. Et en fait, chaque Iranien m'a dit « Comment vous décririez-vous vous-même » Wie würden Sie sich selbst beschreiben? Da sagt immer, ich bin ein Drittel Muslim, ein Drittel. Il dit toujours « Je suis un tiers musulman, un tiers perse et un tiers tourné vers l'Occident ». Ça veut dire que la religion existe, elle est présente, elle est importante, mais elle ne définit la société qu'à un tiers. En Israël, c'est tout autre chose. Là-bas, il y a des fanatiques religieux, et là non, ce ne sont pas des fanatiques. Et il y a, je crois, environ 30 ou 40 000 juifs en Iran, et ils sont même représentés au Parlement. Ils n'ont absolument aucun problème. Il y a aussi des chrétiens là-bas. Aucun souci. Donc moi, je n'ai ressenti aucun fanatisme. Ce sont probablement les gens les plus aimables que j'ai jamais rencontrés. Qui sont les barbares dans cette guerre? Also die größten Barbaren,
sind die Israelis. Les plus grands barbares, ce sont les Israéliens. Et ça se voit non seulement dans la façon dont ils mènent la guerre contre l'Iran, mais aussi dans la manière dont ils se comportent à Gaza, en Cisjordanie et maintenant au Liban. C'est un génocide, et en termes de brutalité et de méthode, leur façon d'agir est à mon avis identique à ce que les nazis ont fait dans les années 40. In den 40er Jahren. Der US-amerikanische Politikwissenschaftler Le politologue américain John J. Mearsheimer de l'Université de Chicago pense que Netanyahou aurait fait comprendre à Trump que la fenêtre pour une attaque contre l'Iran est en train de se refermer. Est-ce que cela correspond à votre impression? Deckt sich das mit Ihrem Eindruck? Ja, es ist ja vor dem ersten Oui, Angriff c'était avant la première attaque. On a appris, et Mearsheimer ainsi que Larry Johnson l'ont confirmé, que la direction du Pentagone lui avait clairement dit que c'était inutile, que ça ne mènerait à aucun succès. Mais Trump, lui, a écouté Netanyahou et Hegseth, qui poussaient dans ce sens. Et maintenant, on se retrouve à nouveau dans une situation similaire. On parle d'un cessez-le-feu, mais ce n'en est pas un au sens juridique, parce que seules les armes des Iraniens et des Américains se taisent. Les Américains violent cette trêve avec le blocus maritime, parce que selon le droit international, c'est un acte de guerre. Act of War nach internationalem Recht, aber internationales Recht, das lassen wir mal beiseite, weil das hat ja keinen Mais le Mehrwert. droit international, laissons-le de côté, puisqu'il ne vaut plus rien. Et les Israéliens continuent de tuer joyeusement au Liban, à Gaza et en Cisjordanie. Alors pour revenir à la question, l'influence de Netanyahou sur Trump est très forte. Il y a plusieurs raisons à cela. L'influence politique du lobby israélien aux États-Unis est gigantesque. Mais, et là je veux insister sur ce mais, cela ne veut pas dire que les Israéliens contrôlent et coordonnent toute la stratégie des Américains. Il faut ajouter ici une note de bas de page. Muss man hier eine Fußnote anhängen. Das Ziel der Israelis ist L'objectif des Israéliens, c'est le Grand Israël. On pouvait déjà le lire dans le journal de Ben Gurion dans les années 40. À l'époque, on a qualifié ça de théorie du complot. Et aujourd'hui, chaque soldat israélien porte un écusson où cette carte du Grand Israël est représentée. Cela inclut l'Égypte jusqu'au canal de Suez. Cela inclut la Jordanie, le Liban, la Syrie, une grande partie de la Syrie, ainsi que des zones d'Arabie saoudite et d'Irak. Les Saoudiens, surtout, devraient commencer à se demander de quel côté ils sont, parce qu'ils sont au menu. Auf welcher Seite sie stehen, weil sie ja auf dem Menüplan stehen. Und die Strategie von Netanyahu. La stratégie de Netanyahou, il la suit depuis 25 ans. Il répète que les Iraniens seraient à 2 semaines de la bombe atomique, ce qui est complètement absurde. Mais pour lui, il faut détruire ou neutraliser l'Iran afin de pouvoir réaliser son projet du Grand Israël. Les Américains, eux, ont d'autres plans. Leur grand ennemi, c'est la Chine, parce qu'en tant qu'hégémon, ils pensent que la Chine veut devenir le prochain hégémon. Et ils ne comprennent pas la multipolarité. L'objectif, c'est donc d'affaiblir la Chine et par extension la Russie, parce que ce partenariat ne plaît pas du tout aux Américains. Le but final, ce serait la Chine. Et l'Iran, dans tout ça, est un partenaire extrêmement important pour la Chine et pour la Russie. Von China und Russland. Von China bezüglich Energielieferungen. Concernant la Chine, il s'agit des livraisons d'énergie, et de la Chine et de la Russie ensemble, pour tout ce qui touche aux infrastructures, aux voies de transport, au corridor nord-sud qui relie finalement la Russie à l'Inde, c'est une route terrestre, et au corridor est-ouest de l'initiative des nouvelles routes de la soie. Cette ligne de chemin de fer existe déjà. Ce serait une catastrophe pour la Russie et pour la Chine si ce pays était détruit, neutralisé ou américanisé. Il est extrêmement important de comprendre que les Américains et les Israéliens ne sont pas aussi étroitement liés qu'on pourrait le croire. Leurs objectifs sont actuellement les mêmes en ce qui concerne l'Iran, la destruction de l'Iran, mais leur but final à chacun est différent. Très peu de gens s'en rendent compte. Et c'est dans ce contexte qu'il faut aussi comprendre la position des Chinois et des Russes. Der Chinesen
und der Russen. Und es fand ein Telefongespräch statt zwischen Präsident Il y a eu un appel téléphonique entre le président Poutine et le président Trump. Et Ushakov, c'est l'assistant de Poutine pour les affaires étrangères. Il a rendu compte de cette conversation. Poutine a clairement mis Trump en garde contre toute nouvelle attaque. Et il a ajouté qu'une initiative terrestre serait totalement inacceptable. On ne peut pas être plus clair que ça. Totalement inacceptable. Quand Poutine vous dit ça, il faut le prendre au sérieux. Est-ce que ça servira à quelque chose? On n'en sait rien. Hier, j'ai de nouveau parlé avec Scott Ritter. Je lui ai demandé, « Alors, qu'est-ce que tu en penses maintenant? La dernière fois, tu avais raison. » Et Scott m'a répondu, « En fait, c'est assez simple. Tu ne peux pas me demander d'évaluer avec des arguments rationnels quelqu'un qui est complètement irrationnel. » Et bien sûr, il parlait de Trump. Mensch beurteile, der komplett irrational ist, und damit hat der Trump gemeint. Aber die Motive, die dahinter liegen, sind nicht Mais les motivations derrière tout ça ne sont pas irrationnelles. Il s'agit clairement des voies de transport, de la connectivité, en somme de couper Pékin de certaines artères de circulation. Il s'agit aussi d'approvisionnement, de pétrole. En partie, il s'agit de priver Pékin d'une partie de son accès au pétrole. Environ 20% de ses besoins pétroliers viennent d'Iran. Est-ce qu'il s'agit aussi de l'économie du dollar, du maintien du dollar comme monnaie de référence? Et est-ce qu'il s'agit aussi de soutenir le château de cartes du commerce des produits dérivés avec de nouvelles ressources? Il faut qu'on prenne tout ça par étapes. Das müssen wir portionieren. Also erstens, jetzt kommen ein paar Fakten zuerst, dass man Alors, d'abord, commençons par quelques faits. Les Américains veulent en effet couper stratégiquement l'accès des Chinois à l'énergie. Les Chinois importaient beaucoup de pétrole du Venezuela, et les Américains ont réussi à leur en bloquer l'approvisionnement. Le deuxième point, c'est le détroit d'Ormuz. Là aussi, il sera coupé, quoi qu'il arrive maintenant au Moyen-Orient. Le prochain point de tension, ce sera le détroit de Malacca, parce que je pense que 70 à 80% de toutes les marchandises qui vont vers la Chine ou qui en viennent passent par ce détroit. Et les Américains feront tout pour affaiblir la Chine à cet endroit. Ça veut dire qu'ils ont de nouveau besoin d'un conflit régional. Oui, et maintenant, ils sont en train de négocier avec l'Indonésie. Donc ça va continuer. Il y a presque un an, j'ai écrit une série intitulée « La guerre de deux mondes a déjà commencé ». Et j'y expliquais exactement ça. Même s'il n'y a pas de guerre mondiale, on peut d'ailleurs discuter de ce que ce terme veut dire. Je pars du principe que l'Amérique ne cherche pas un conflit militaire direct avec la Chine ou la Russie, mais qu'elle mène, dans tous les domaines, et maintenant avec l'Iran comme premier exemple, des guerres par procuration ou des guerres contre ces acteurs-là. On pourra parler plus tard de la Seconde ou de la Troisième Guerre mondiale. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que la Chine est déjà indépendante sur le plan énergétique à environ 85% et qu'elle a de loin les plus grandes réserves de pétrole et de gaz naturel stockés. Autrement dit, c'est elle qui peut tenir le plus longtemps. Les Chinois sont donc dans une situation très très favorable, surtout si on les compare à l'Europe et à l'Asie du Sud-Est, qui, elles, se trouvent dans une situation catastrophique. Et au fond, ça ne change rien. On peut rouvrir le détroit d'Ormuz aujourd'hui, mais environ 1,2 milliard ou 1,3 milliard de barils ont déjà été perdus. Les effets et les conséquences de cette crise énergétique arrivent maintenant sur l'Europe comme une vague de tsunami. Et ça, on ne peut pas le modifier. D'ici la fin du mois de mai au plus tard, la question de l'énergie en Europe ne sera plus seulement une question de prix, mais bien une question de disponibilité. À cela s'ajoute le fait que les substances nécessaires à la fabrication des engrais représentent environ 35% de la production mondiale. Autrement dit, dans les pays les plus pauvres, il n'y a tout simplement plus d'engrais.
On en verra les conséquences au début de l'année prochaine, et cela provoquera des famines. Le troisième point, c'est l'hélium. Je crois qu'environ 30 à 35% de la production mondiale d'hélium passe par le détroit d'Ormuz. Et l'hélium, on en a besoin pour l'industrie des semi-conducteurs. Là aussi, la situation est déjà compromise. Et je dois dire que je reste assez stupéfait de voir que même le Financial Times, qui se présente pourtant comme un journal économique, prend tout cela avec une certaine légèreté. Et puis, il faut encore ajouter, it's time to a pour ici for. Il n'est prix du Brent et celui du WTI. Den WTI-Preis, der WTI, West Texas Intermediate, das ist das amerikanische. Le West Texas Intermediate, c'est le pétrole américain. Ce sont simplement des types de pétrole différents. Il en existe environ 150 sortes. On a tendance à penser qu'il y en a 2, mais en réalité, il y en a environ 150. Et les prix se situent, enfin, je ne suis plus tout à fait sûr d'être à jour, entre $100 pour le WTI et 110 pour le Brent. Mais ce sont des contrats à terme. On peut y avoir un droit d'achat. Si on veut acheter du pétrole réel, par exemple en Russie, là, on est plutôt autour de 125. Uralzip, das liegt bei etwa 125 und im Nahen Osten ist zwischen 140 und Et au Moyen-Orient, on est entre 140 et 170 dollars. Donc si vous amenez votre pétrolier là-bas et que vous dites faites le plein, les prix sont 30 à 35% plus élevés, si vous arrivez à y aller bien sûr. Et que le détroit d'Ormuz soit ouvert ou fermé, depuis le 28 février, le volume qui passe a chuté de 19 à 95%. C'est une catastrophe totale. Et je reste sans voix devant le fait qu'en Europe, où beaucoup de gens lisent les journaux, tout le monde semble complètement détendu. Et je veux dire, la plus grande préoccupation quand je regarde la presse suisse, c'est de savoir si les vacances d'été vont coûter plus cher, si les billets d'avion vont augmenter. Voilà les sujets de discussion en Europe. die in Europa geführt werden. US-Präsident Richard Nixon. Le président américain Richard Nixon a trouvé une astuce pour financer les coûts et les dettes énormes de la guerre du Vietnam. Il a mis fin à l'étalon or du dollar et a lié la monnaie américaine au commerce du pétrole. On peut le dire comme ça, je crois. Et on remarque quand même que les États-Unis et l'Occident s'en prennent surtout aux pays qui ne veulent plus vendre leur pétrole en dollars. La Libye, la Syrie, l'Irak, le Venezuela. Les Iraniens aussi ont de plus en plus cessé de le faire. Est-ce qu'il y a une stratégie derrière tout ça? Steckt da eine Strategie dahinter? Also da steckte eine Il y avait donc une vraie stratégie derrière tout ça. Après la fin du dollar, adossé à l'or, la fermeture de la fenêtre or. Enfin, ce n'était pas une simple fermeture. C'était clairement une rupture de contrat. Les Américains avaient garanti, dans le cadre des accords de Bretton Woods, aux 43 pays participants qu'ils pourraient échanger $35 en papier contre une once d'or. Puis ils ont dit « Gardez le papier, l'or reste chez nous ». C'était un défaut de paiement. C'était le 15 août 1971. Et ensuite, le génial Richard Nixon a d'abord conclu un accord avec les Saoudiens. Il leur a dit « On vous protège et en échange, vous ne vendez votre pétrole qu'en dollars américains ». Und ihr verkauft euer Öl nur noch im US-Dollar. Das war der Deal und damit war der Petrodollar. C'était ça, l'accord. Et c'est comme ça qu'est né le pétrodollar. Et ça, si je peux l'expliquer très brièvement, avait une signification bien précise. La conséquence, c'est que pratiquement 100%, non seulement du pétrole, mais de toutes les matières premières, étaient échangées en dollars. Ce qui voulait dire que toutes les banques centrales du monde devaient détenir des dollars pour pouvoir régler leurs factures. Autrement dit, si une entreprise en Suisse achète du pétrole, la banque doit fournir des dollars qui sont ensuite détenus par la banque centrale concernée. Et ces dollars ne sont pas conservés en liquide, ni en billets, ni même en devises américaines. On s'est dit, non, je veux quand même toucher un intérêt, donc j'achète des obligations. Also kaufe ich Obligationen. Und somit war die ganze Welt
Et donc, le monde entier a été obligé d'acheter des obligations américaines. Autrement dit, les Américains pouvaient se refinancer automatiquement, puisque tout le monde en avait besoin. Comme c'est toujours une question d'offre et de demande, les taux d'intérêt américains sont restés très bas, même si la dette ne cessait d'augmenter. C'était donc une super affaire pour les États-Unis. Tout le monde avait des dollars, et eux pouvaient en imprimer autant qu'ils voulaient. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ensuite, il y a eu des actions punitives. Très rapidement, il y en a eu deux grandes. La première, c'était Saddam Hussein, avec cette histoire d'armes de destruction massive, tout ce bazar absurde. Saddam Hussein avait commencé à vendre son pétrole en euros. Et ensuite, on l'a attaqué, on a détruit son pays. Puis tout est repassé au dollar. Le deuxième cas, c'était la Libye, avec Kadhafi. Lui voulait introduire le dinar or, et lui aussi, on l'a éliminé, pour maintenir cet équilibre et la suprématie du pétrodollar. Les Américains ont commis une erreur fatale, avec bien sûr leurs fidèles alliés européens, quand ils ont gelé, en mars 2022, les réserves de la Banque centrale de la Russie, et même déjà partiellement confisqué une partie de ses fonds. Ce geste a envoyé un signal très fort à beaucoup d'autres pays, notamment à la Chine, qui était alors le plus grand investisseur en obligations d'État américaines. Investoren in amerikanischen Staatspapieren waren. Haben wir gedacht, ja, das kann uns ja auch passieren. Alors là, on s'est dit, ça pourrait bien nous arriver aussi. Et c'est à ce moment-là qu'une tendance a commencé. Beaucoup de pays ont vendu leurs dollars, donc les bons du Trésor américain, et ont investi massivement dans l'or. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles le prix de l'or a augmenté. Et la situation continue de se tendre parce que l'Iran, lui, va surtout éviter de vendre quoi que ce soit en dollars. Parce que dès qu'un paiement se fait en dollars, il passe forcément par les États-Unis. Et là, ils peuvent dire « Monsieur Bab, ça me plaît pas. On prend l'argent, on le sanctionne et on le gèle. » Ça veut dire que les Iraniens font leurs transactions en yuan, en rial et en or. Autrement dit, le monde entier va s'éloigner des monnaies jugées dangereuses. Et la monnaie dangereuse, c'est le dollar américain, mais aussi, bien sûr, l'euro, parce que l'euro peut lui aussi être gelé par la gentille dame de Bruxelles. Et ça, c'est une tendance catastrophique pour les Américains, parce qu'ils ont les plus grandes dettes du monde. Jusqu'à cette année, les États-Unis dépensaient plus d'argent pour le service de la dette que pour l'armée. Cela a été corrigé maintenant, puisque le président Trump a augmenté le budget militaire d'1 billion à 1,5 billion, tandis que les paiements d'intérêt se situent entre 1,2 billion et 1,250 milliards. L'analyste financier Alex Kreiner explique aussi la guerre contre l'Iran par le rôle du secteur financier, surtout par la domination de la finance sur l'économie réelle. Il dit que la bulle spéculative autour des options, des produits dérivés, des paris boursiers dépasse aujourd'hui, selon les estimations, la valeur réelle créée d'un facteur 10. C'est pourquoi, selon lui, les banques ont sans cesse besoin de nouvelles ressources pour couvrir d'anciennes spéculations boursières devenues toxiques, et elles poussent les gouvernements à faire la guerre. Il affirme que toutes les guerres sont des guerres de banquiers. Est-ce vrai? Oui, absolument. Même dans le cas de l'Iran. Auch am Beispiel Iran. Ja, auch. Also, es ist ja immer so. Oui aussi. C'est toujours la même chose. La guerre, c'est un excellent business, mais seulement pour quelques-uns. La première famille qui a vraiment institutionnalisé ça, c'est la famille Rothschild. On peut donc gagner énormément d'argent avec la guerre. L'industrie de l'armement aux États-Unis est en plein essor, et Kreiner a dit qu'il fallait des garanties pour de nouveaux crédits. Il l'a expliqué en détail en prenant l'exemple du Venezuela, il y a déjà quelques mois. Et le problème, c'est qu'au Venezuela, maintenant, je ne sais pas si le PDG d'Exxon a changé d'avis. Il avait dit que ce pays n'était pas investissable dans sa forme actuelle,
dans la situation d'aujourd'hui. Nicht investierbar in der heutigen Form, in der heutigen Situation. Also das große Geschrei von Alors, tout ce vacarme de Trump qui disait que c'était un super accord, eh bien, on n'a encore rien pu mettre en œuvre. Et franchement, on ne sait pas du tout si au final ce sera un succès pour les Américains. Mais je pars du principe que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la raison d'attaquer l'Iran, évidemment, enfin, les Américains pensent toujours qu'ils peuvent envahir n'importe quel pays, voler l'or, s'emparer du pétrole, le contrôler et s'enrichir avec ça. Mais depuis 25 ans, ils ont dû se contenter de détruire ces pays. Leur objectif stratégique, c'est d'affaiblir la Chine et surtout le couple Chine-Russie. die Schwächung China und China-Russland. Jetzt haben sich die Amerikaner, wie Sie sagen, Les Américains se sont, comme ils le disent eux-mêmes, trompés dans leurs calculs. C'est ce que montre l'évolution de la guerre. Et les Iraniens ont rouvert pendant une journée le détroit d'Ormuz, offrant ainsi aux Américains une fenêtre géopolitique pour se retirer. Washington n'a pas saisi cette occasion et a répondu en imposant à son tour un blocus maritime. Ce blocus maritime, est-ce qu'il fonctionne? Wirkt diese Seeblockade? Nein, das sind Papiertiger. Non, ce sont des tigres de papier. D'après Larry Johnson, les Américains disposent d'environ 12 navires pour assurer tout le blocus, et ils doivent les positionner à au moins 300 km les uns des autres, sinon ils se font abattre. Selon les estimations de Larry Johnson, et je ne suis pas un spécialiste militaire, je me base sur ces chiffres, les Américains seraient capables d'intercepter environ 5 à 10% des navires. Alors, appeler blocus une opération échoue à 90%, c'est du marketing. Nicht funktioniert, eine Blockade zu nennen, ist Marketing. Es funktioniert also nicht. Donc ça marche pas? Non. Est-ce que le blocus profite à l'Iran? Est-ce que l'Iran a vraiment les cartes en main? Also die amerikanische Blockade, die ist störend zu 5. Le blocus américain, disons, gêne à 5 ou 10%, pas plus. Mais les Iraniens, eux, n'ont jamais bloqué le détroit d'Ormuz. Ils laissent simplement passer ceux qui ne sont pas des ennemis. C'est assez simple. Les Israéliens ne passent pas, les Américains non plus. Les Espagnols, par exemple, Sanchez s'est montré vraiment courageux face à Israël et face aux États-Unis, et eux, ils ont dit « pas de problème, ça peut très bien se faire comme ça ». Les Japonais peuvent passer aussi. La plupart doivent payer un droit de passage d'environ 2 millions par navire, comme c'est le cas à Panama ou au canal de Suez. Et le fait que les Iraniens ne l'aient pas fait jusqu'à présent, mais qu'ils le mettent en place maintenant, ça ne rend pas la chose illégale pour autant. Nicht gemacht haben und jetzt einführen, macht das ja nicht illegal. Ich würde das auch machen. Und die Omanen Moi aussi, je le ferai. Et les Omanais peuvent se réjouir, parce qu'il va y avoir un accord de partage des frais. Ils vont donc gagner pas mal d'argent avec ça. Et franchement, je ne vois pas comment les Américains pourraient régler ça par la voie militaire. À mon avis, ce sera assez facile pour les Iraniens de faire passer leur position. J'ai entendu dire que maintenant, les Russes doivent aussi payer leur contribution, non? Allez, je t'invite à dîner. Et eux, ils peuvent faire passer leurs pétroliers gratuitement. Donc là, on a clairement un levier de pouvoir entre les mains. Hat man ein Machtmittel in der Hand? Daraus erwächst ja die Frage. De là découle une question. La guerre en Iran joue-t-elle en faveur de Moscou? Das ist eine schwierige Frage. Ah, c'est une question difficile. Bezüglich Ölpreis, Concernant le prix du pétrole, les Russes font partie des gagnants parce que le prix du pétrole a maintenant doublé. À court et moyen terme, c'est évidemment positif pour un budget russe lourdement grevé par les coûts de la guerre. Mais le président Poutine et moi, nous avons interrogé Mironov il y a environ 2 semaines. Ce n'est pas un avantage durable. Du point de vue militaire, le fait que les livraisons d'armes à l'Ukraine se soient effondrées, c'est bien sûr un avantage. Les Russes, eux, refusent naturellement de dire qu'une guerre contre un partenaire et un ami puisse leur apporter des bénéfices. C'est quelque chose que culturellement, on n'entendra pas en Russie. À court terme, financièrement, si on regarde ça simplement sur une feuille Excel, oui, c'est un avantage. Mais d'un autre côté, les Russes doivent aussi se poser une question.
Et là, on touche à un sujet dont on ne parle pas volontiers ici en Russie. Jusqu'à quel point la Russie soutient militairement et logistiquement l'Iran. Dass Russland den Iran militärisch, logistisch unterstützt. Et je pars du principe que le soutien est réel, qu'il est important. Jusqu'où il va, je ne le sais pas, parce qu'on n'en parle pas. C'est typiquement russe, et à mon avis, c'est la bonne approche. Mais cela mobilise aussi des ressources. Cela mobilise des cadres militaires, cela mobilise, on entend et on voit beaucoup d'avions de transport russes qui volent vers Téhéran. Donc oui, cela mobilise des forces. C'est donc très très difficile à dire. À court terme, peut-être que oui. Mais l'agression des États-Unis, qui se tourne clairement contre la Russie, aujourd'hui en Ukraine, mais aussi contre la Russie en Iran et contre la Chine, tout cela va entraîner d'énormes dépenses en Chine sur le plan financier et aussi en Russie. Y a-t-il un lien intérieur, un lien réel entre la guerre contre l'Iran et la guerre en Ukraine? Ja, sicher, ja. Das ist ein Oui, Forever bien War. sûr. Oui, c'est une guerre sans fin. Le but, c'est de déstabiliser. Les Américains, c'est leur politique étrangère, au plus tard depuis 1945. Déstabiliser. Je veux dire, c'est évident que les Américains savent que les Russes finiront par l'emporter en Ukraine. On peut en discuter encore 2 heures sur les raisons pour lesquelles ça ne va pas plus vite. Mais ça mobilise des forces, ça apporte la mort et la destruction. Et ça affaiblit la Russie dans son ensemble. Parce que la Russie préférerait dépenser cet argent pour les infrastructures plutôt que pour la guerre. C'était vraiment très intéressant. Das war hochinteressant. Ich glaube, das war im Januar 2023, wenn ich mich richtig Je crois que c'était en janvier 2023, si je me souviens bien. Präsident Putin Kiselev avait alors interviewé le président Poutine et 70% du temps ont été consacrés à parler des projets d'infrastructure en Russie. Parce que Moscou et les très grandes villes du pays sont dans un état impeccable, surtout si on les compare à n'importe quelle ville européenne. Mais ce vaste pays a encore besoin de décennies d'investissement dans ces infrastructures. Et c'est en réalité, c'est un drame pour la Russie que tant d'argent, tant de ressources et tant de temps de gestion, donc de capacité de management, soient consacrés à la guerre plutôt qu'aux projets d'infrastructure. Et donc c'est évident, les Américains ne cherchent qu'à déstabiliser, peu importe qui est l'adversaire, parce qu'ils ne sont tout simplement pas capables de soutenir la concurrence face au reste du monde. in einem Wettbewerb zu bestehen gegenüber dem Rest der Welt. Also die russische Föderation bedarf. La Fédération de Russie a en fait besoin, vu l'immensité de son territoire, surtout dans les zones rurales et en Sibérie, d'investissements dans les infrastructures. Les Chinois, eux, travaillent sur des projets à long terme, comme le concept de la nouvelle route de la soie. Est-ce que les Américains essayent de contrer cela avec une stratégie de chaos ciblé? Oui. En un mot, oui. Mit einem Wort beantwortet ja. Was bedeutet das für die Europäer? Qu'est-ce que ça veut dire pour les Européens? Eh bien, je pense que les Européens ont commis à peu près toutes les erreurs possibles. On peut parler de l'Allemagne. Je ne sais plus combien d'années ça remonte, mais à l'époque, l'Allemagne était championne du monde des exportations. Elle avait une industrie d'exportation plus importante que celle de la Chine. Si on raconte ça aujourd'hui à quelqu'un, personne n'y croirait. Et c'est la raison principale, enfin, en dehors du fait que ce sont des gens travailleurs et intelligents, l'une des raisons majeures, c'était l'énergie extrêmement bon marché. Et on le voit bien aujourd'hui. En Allemagne, l'énergie coûte environ 5 fois plus cher. Elle est achetée à d'autres pays, par exemple à l'Inde, qui elle-même s'approvisionne en énergie auprès de la Russie. Die Energie von Russland beziehen und die Inder sind gute Geschäftsleute, die hauen dann. Les Indiens sont de très bons hommes d'affaires. Ils ajoutent pas mal de marge et ensuite, les Allemands, un peu naïfs, leur achètent. Et ils achètent aussi aux Américains. Les coûts de l'énergie sont environ 5 fois plus élevés. Beaucoup de gens ne le croient pas, parce que ces coûts sont subventionnés par l'État allemand. Donc tout ça est caché,
masquée. L'ampleur de cette catastrophe est dissimulée. Et puis, l'Allemagne, ou disons l'Europe. On peut presque mettre les deux dans le même panier. A d'abord désigné la Russie comme grand ennemi. Ce n'est pas la première fois, et la dernière fois, ça ne s'est pas très bien terminé, militairement parlant. Mais ça n'empêche pas, M. Merz. Je l'ai vu apparaître en veste militaire. Je ne sais pas si c'était de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on ne sait plus trop. Mais j'ai cru que je voyais mal. Ça, c'était la première erreur. Et ensuite, ils ont réussi à en parler aux Chinois. Et maintenant, le cher Merz, c'était la semaine dernière, le 29 février, a dit que ce que font les Américains avec l'Iran, c'est formidable, qu'ils soutiennent ça à fond. Et maintenant, il se rend compte que ça ne passe pas bien. Alors Merz dit que les Américains n'ont en fait aucune stratégie là-bas, que ça ne va pas bien se terminer. En plus, ils ont réussi à fâcher les Américains. Oui, ça devient compliqué. Ja, es wird langsam schwierig. Europa und Deutschland speziell, seit 2000 L'Europe et surtout l'Allemagne, qui depuis 2022 répètent que la Russie est isolée dans le monde, doivent maintenant vraiment commencer à se chercher des amis, parce que la situation, même en Europe, n'est pas unie. Et le dernier exemple, le plus parlant, c'est l'Espagne. Sánchez a eu le courage de dénoncer le génocide et de condamner la guerre d'agression menée par les Américains et les Israéliens contre l'Iran. Donc là-bas, et ce n'est pas à l'Est, mais bien au sud-ouest de l'Europe, quand on regarde les rues, quand on voit les manifestations un peu partout en Europe, eh bien tout ça, les médias occidentaux ne le montrent pas. Mais les sympathies pour l'Iran ne cessent d'augmenter, et aussi pour les Palestiniens, quel que soit le nom qu'on leur donne. Für den Iran steigen und steigen und für die Palästinenser so oder so. Die Wahlen in Ensuite, les élections en Hongrie. À première vue, elles se sont déroulées tout à fait selon le goût de Mme von der Leyen. Mais le nouvel homme fort, lui, a visiblement ses propres idées et il ne vendra pas son âme à Bruxelles. Et puis, il y a la Roumanie, où les élections, était-ce la Roumanie ou la Bulgarie? Pardon, je ne m'en souviens plus. Oui, c'était la Bulgarie. Là, les élections ont donné un autre résultat. On assiste à une décomposition, lente mais réelle. L'unité de l'Europe, ça ne fonctionne plus. Et maintenant, la situation financière est catastrophique. Et en plus, la situation énergétique va encore se détériorer. Moi, je vois tout en noir pour l'Europe. Parce que dans ce grand jeu mené par les grandes puissances, les États-Unis, la Chine, la Russie, et maintenant il faut s'y habituer, l'Iran devient la 4e puissance, eh bien l'Europe n'a plus d'importance. Et ce qui n'est pas important, on ne le finance pas. Les dirigeants européens, Starmer, Macron, Merz, peut-être aussi Scholz, qui ont entraîné l'Europe de l'Ouest toujours plus profondément dans la guerre en Ukraine et toujours plus près de la faillite, sont-ils trop limités intellectuellement pour faire face à cette situation mondiale? C'est une question difficile, parce que est-ce qu'on peut vraiment y répondre par oui ou par non? Eh bien, en cynique, je dirais qu'ils s'en fichent complètement. Alors, est-ce qu'ils sont moralement à bout? Ils voyagent en jet privé, logent dans des hôtels 5 étoiles, sont très bien payés et ont sûrement encore un petit pécule caché quelque part dans un paradis fiscal. Une élite moralement corrompue. Totalement oui. Ces personnes ne défendent en rien les intérêts de leur pays. Alors, les intérêts de qui, au juste? Les leurs. Autrement dit, elles ont été achetées, corrompues, peut-être même soumises à du chantage, et elles défendent désormais les intérêts de Bruxelles et des États-Unis. Sommes-nous pour cette raison aussi au début d'un siècle de nouvelle guerre? Oui, je pars du principe que cette phase de guerre, sa fin, eh bien nous deux, on ne la verra plus. Ça va durer des décennies.
Jahrzehnte dauern. Ein untergehendes Imperium. Un empire en déclin, les États-Unis se débattent. Ou bien, comment faut-il comprendre ça? Oui, c'est une très bonne interprétation. Y a-t-il encore de l'espoir, ou devons-nous dire, comme le voyageur de Dante dans la Divine Comédie, « Toi qui entres ici, abandonne tout espoir. Durch dieses Tor tritt, lasse alle Hoffnung fahren. Also die Hoffnung stirbt zuletzt. Eh bien, l'espoir meurt en dernier. Ich befasse Moi, mich ja eigentlich mit nichts anderem. Je ne fais pratiquement que ça, en fait. Là, je vais prendre quelques jours de vacances, couper complètement Internet et lire seulement des livres qui n'ont rien à voir avec la géopolitique. J'ai vraiment l'impression que tout ça a pris une dynamique propre. Même les meilleurs, les plus brillants experts que je connaisse ne savent plus ce qui va se passer demain ou après-demain. On en est là. Mon dernier article, d'ailleurs, c'est plus une description qu'une analyse. On ne peut même plus écrire une analyse en disant « voilà ce qui va arriver ensuite ». Ça, je pouvais encore le faire il y a un an, quand j'ai vu venir cette catastrophe. Katastrophe sehen kam. Aber es gibt ja immer Mais il y a toujours des surprises. Et ça peut aussi arriver qu'il y en ait une bonne, une fois. Peut-être qu'en Europe, puisque nous parlons à un public européen, Sanchez a été le premier, et qu'il y a peut-être des forces en Europe où plusieurs personnes vont se lever et dire à la chère Ursula, au monsieur Merz et aux autres, « Au revoir, vous pouvez partir, ou même aller en prison ». Et c'est possible, il ne faut pas toujours tout voir de façon négative. C'est possible que ça aille vite. Donc Sanchez, c'était une surprise. J'étais complètement surpris, agréablement surpris, et ça peut créer une dynamique positive. Franchement, j'aurais une dépression terrible si je... Also ich hätte ja schwerste Depressionen, wenn ich nur schwarz sehen würde. Israel Si je ne voyais que du noir. haben den Krieg Israël et les États-Unis ont perdu la guerre contre l'Iran, une guerre qu'ils ont eux-mêmes provoquée. Un empire en déclin, les États-Unis se débattent violemment. Nous entrons dans un siècle de nouveaux conflits, mais il y a toujours des surprises. Et parfois, l'histoire prend un autre tournant que celui qu'on imaginait. Un grand merci à l'analyste géopolitique et rédacteur en chef du Forum géopolitique, Peter Henseler. Ici, à Contre le courant, nous présentons des positions et des analyses que les médias de propagande préfèrent taire. welche die Propagandamedien verschweigen.